Il est avec nous cet après-midi dans le cadre de cette édition du grand débat économique. Monsieur Achille Eke, il est consultant permanent de cette émission. Il est expert en haute finance et banquier. Vous êtes avec nous, monsieur Achille Eke. On rappelle que vous êtes basé aux États-Unis, plus précisément à Washington. C'est un plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Bienvenue. Merci infiniment, Madame Moutot, pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir apporter ma contribution, n'est-ce pas, au succès de cette émission pour le bien, n'est-ce pas, des téléspectateurs de Forum Média et de tous les Africains en général. Merci. Merci également, monsieur Eke. Sans plus tarder, on va aller droit au but, notamment on fait un zoom sur les assemblées annuelles de la Banque mondiale en dépit du séisme dévastatrice survenu le mois dernier au Maroc. Marrakech maintient sur son territoire l'organisation de ces assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui se tiendront du 9 au 15 octobre à Marrakech. Les conseils des gouverneurs de ces institutions de Bretton Woods se réuniront dans le but d'examiner les travaux de leurs institutions respectives. Monsieur Eke, que faut-il attendre de ces assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui se dérouleront du 9 au 15 octobre prochain à Marrakech au Maroc? Ben, écoutez, ce sont des programmations annuelles, n'est-ce pas, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tiennent régulièrement à Washington, mais une fois tous les 3 ans, n'est-ce pas, ils se tiennent dans un autre pays dans le monde. Aujourd'hui, cette année, ce sera à Marrakech, au Maroc, et il est attendu environ 10 000 personnes là-bas pour participer à ces assemblées annuelles, n'est-ce pas, du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Alors, généralement, ceux qui vont dans ces genres de rencontres, ce sont des banquiers centraux, n'est-ce pas, des ministres de finances et du développement des pays du monde, des Oui. cadres du secteur privé, des représentants de la société civile, n'est-ce pas, des universitaires, des médias et également des associations non lucratives. Donc, c'est un ensemble de personnes, de groupes qui vont à ces séminaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre, n'est-ce pas, de ce qui va se passer au Maroc? C'est vrai que le Maroc vient de passer une phase très difficile avec ce tremblement de terre qui est survenu. Euh, Le mois C'était dernier, oui, le 8 septembre dernier. effectivement. Et voilà, donc il est question en général lors de ces rencontres, n'est-ce pas, du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, Oui. de parler des perspectives économiques mondiales, de la stabilité financière dans le monde aujourd'hui. Bon, l'une des missions de la Banque mondiale, c'est d'éradiquer la pauvreté, donc ils vont certainement se plancher là-dessus et probablement également parler de la croissance économique et de la création d'emplois ainsi que du climat. Ça, ce sont des prérogatives généralement du Fonds monétaire international. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour le moment par Voilà. rapport à ces affaires. Mais il y a une réalité aujourd'hui qui montre que le monde aujourd'hui, notamment les pays du Sud, n'attendent pas Oui. grand-chose, n'est-ce pas, de ces assemblées du Fonds monétaire international parce que ils sont toujours, n'est-ce pas, tournés vers les grands participants dans ces organisations, c'est-à-dire les pays du Nord, ce qui fait que on ne peut pas espérer grand-chose, d'où l'importance, n'est-ce pas, de la banque des BRICS Oui. qui a été nouvellement créée récemment et qui est gérée par Madame l'ancienne présidente du Brésil. Et donc, on va dire qu'effectivement, les Africains ne peuvent pas beaucoup espérer parce que les conditionnalités, n'est-ce pas, de ces organisations pour les peuples africains ont toujours été très rudes, très difficiles, et ce qui vraiment hypothèque l'avenir de nos États. Voilà, donc c'est quelque chose Avec de... ses dettes, notamment. Ces Notamment avec ces... soi-disant aides. Voilà. Les soi-disant aides, en fait, ce sont véritablement des, des, des couteaux à double tranchant, en réalité, parce que c'est qu'il vous donne la main gauche, il la retire, n'est-ce pas, de la main droite. Donc, véritablement, ce n'est pas pour nous aider, c'est pour nous enfoncer et nous permettre de rester, n'est-ce pas, sous leur contrôle, en fait. C'est...
C'est ce qu'on observe. Ouais. Ok, monsieur, que si on s'en tient à vos propos, l'Afrique ne devait rien attendre de ces assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. On rappelle que ça se déroule quand même en Afrique, notamment au Maroc. Donc, l'Afrique n'espère rien de ces assemblées-là. Elle n'attend rien de ces assemblées de la Banque mondiale et du FMI. Oui, on peut rêver, en fait. On peut rêver, se dit que du jour au lendemain, ils vont changer les façons de s'asseoir, Hum, hein, de façon de fonctionner, comme on dit. Mais je pense que les BRICS ont montré un enthousiasme plus important pour les pays du Sud en général, oui, parce que la banque, la nouvelle banque de développement des BRICS est la banque où les pays africains, les pays du Sud fondent beaucoup plus leurs espoirs parce que les conditions d'octroi des prêts de cette banque sont beaucoup plus intéressantes pour nos peuples. Et il n'est pas question, n'est-ce pas, de condescendance dans cette façon, dans leur façon de fonctionner, puisque ce sont des pays qui essayent de contourner, n'est-ce pas, ces organisations de Bretton Woods, hum, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc, je pense que réalistiquement, on ne peut pas attendre grand-chose, même s'il est vrai qu'avec cette compétition, il oui. y aura une tendance de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent renouveler ou alors changer, n'est-ce pas, leur façon de fonctionner, leur manière de fonctionner, leur conditionnalité par rapport, n'est-ce pas, aux droits de tirage spéciaux qu'ils offrent, n'est-ce pas, aux pays africains. Hum. Et voilà, donc, mais on peut pas attendre, on peut pas espérer que à la sortie de ce sommet à Marrakech, qui est vraiment grand-chose, parce que véritablement, les Occidentaux n'aiment pas changer ce qui marche pour eux. Oui. Voilà, donc, tant que ça marche bien pour eux, eh ben, il faut continuer n'est-ce pas, à le faire fonctionner, parce que véritablement, c'est de cette façon qu'ils peuvent nous diriger, qu'ils peuvent, n'est-ce pas, nous maintenir dans la pauvreté, la misère, qu'ils prétendent vouloir éradiquer, alors qu'ils savent effectivement que c'est à cause de leur programme d'ajustement structurel, c'est à cause de leur conditionnalité des prêts dans les pays africains que nous sommes dans ce genre de situation aujourd'hui. Mm. Mais est-ce qu'elles peuvent constituer une aubaine pour le Maroc dans son processus de reconstruction après ce séisme? On rappelle que les villes touristiques ont quand même été frappées par ce séisme. Et on rappelle également que le tourisme, voilà, que le tourisme, que le tourisme effectivement représente 7% du PIB marocain. Oui, en fait, le tourisme est une grosse source de revenus pour le Maroc. Mm. Mais dans cette situation, n'est-ce pas, le Maroc a choisi ses partenaires avec qui, n'est-ce pas, il va travailler. Il s'agit de l'Espagne, n'est-ce pas, du Qatar, de la Grande-Bretagne et des Émirats arabes unis. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que le Maroc choisit ces quatre pays? Pourquoi est-ce que les autres pays qui demandent à venir à apporter leur aide, n'est-ce pas, Mm. sont refoulés, ces aides ne sont pas acceptées, notamment le programme des Nations Unies, notamment le programme humanitaire des Nations Unies, les États-Unis, la France, l'Allemagne et d'autres pays. Pourquoi est-ce que le Maroc rejette, n'est-ce pas, leurs offres? Mm. C'est là la question. Et je pense que d'après ce on perçoit, en réalité, c'est un problème de souveraineté pour le Maroc et également un problème de géopolitique parce qu'on sait qu'il y a des situations, n'est-ce pas, comme un malentendu ou alors euh, c'est-à-dire qu'il y a, il y a comme un froid dans les relations de la France et le Maroc, par exemple, Mm. n'est-ce pas, par rapport au conflit, à la reconnaissance, n'est-ce Oui. pas, du Sahara occidental, qui est une partie, qui est la partie sud, n'est-ce pas, du Maroc, Mm. où plusieurs pays dans le monde ont reconnu, n'est-ce pas, l'autorité, n'est-ce pas, du Maroc sur cette partie du monde-là, c'est-à-dire le Sahara occidental, mais la France ne reconnaît pas et soutient l'Algérie qui est, n'est-ce pas, qui est opposée, n'est-ce pas, à cette annexion du Sahara occidental dans le Maroc. Donc, il y a ce conflit entre eux, mais il y a d'autres raisons également, certainement, que nous ne savons pas, peut-être, mais je pense que ils mettent beaucoup plus en avant le problème de souveraineté. Ils voudraient pouvoir être en mesure également de pouvoir gérer, n'est-ce pas, ces aides qui viennent pour n'est-ce pas, qui viennent, n'est-ce pas, qui frappent à leur porte. Ils Mm. voudraient pouvoir gérer cela de façon efficace. Ça, c'est l'argumentaire qu'il donne. Bon, maintenant, on verra ce que ça va donner. Il est vrai que
la dimension du séisme est tellement grande qu'effectivement, beaucoup d'autres pays pourraient participer et aider à rapidement, n'est-ce pas, sortir le Maroc de cette situation. Bon, maintenant, on verra ce qui va arriver. Mm. Merci, Ouais. monsieur. Et que parlons à présent des tendances économiques entre inflation, crise économique, dette colossale et bien d'autres. Que faut-il savoir sur les tendances économiques qui prévaut actuellement dans le monde ou alors particulièrement en Afrique? Oui, c'est très important parce que pour pouvoir planifier la gestion d'un pays, pour pouvoir planifier, n'est-ce pas, la gestion des entreprises, même d'ailleurs, Oui. même les ménages, il faut savoir ce qui se passe dans l'environnement immédiat et peut-être même lointain. Mm. Alors, en parlant des tendances mondiales, des tendances et des événements mondiaux aujourd'hui, on va parler nécessairement, n'est-ce pas, du ralentissement de la croissance économique qu'on observe aujourd'hui Mm. à travers le monde, Qui notamment est en dû à Afrique. quoi ce ralentissement? Oui, en fait, il est prévu un ralentissement considérable en 2022 et en 2023, Mm. et ensuite, et beaucoup plus pour des raisons n'est-ce pas, de guerre en Ukraine, Oui. et des perturbations des chaînes d'approvisionnement qui sont causées par cette guerre, et évidemment des conditions financières que les bailleurs de fonds proposent aux pays africains. Alors, quant au Cameroun, qui est concerné par, n'est-ce pas, ce ralentissement de la croissance économique, Oui. on observe le produit intérieur brut réel. Hein. Le produit intérieur brut, c'est-à-dire le produit intérieur brut réel, c'est-à-dire un produit intérieur qui tient en compte, n'est-ce pas, l'inflation et la situation économique générale dans le monde. Eh bien, ce produit intérieur brut camerounais sera réduit à la baisse à 2,7% en 2003 par rapport à 2,9% n'est-ce pas, que ça représentait en 2022. Mm. Alors ça, c'est pour le ralentissement de la croissance économique. Pour l'inflation qui est élevée, on observe également l'inflation qui est à des niveaux multidécennaux aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait des dizaines d'années qu'on n'a pas eu ce genre d'inflation Mm. dans plusieurs pays. Et on peut attribuer cela à des facteurs tels que la hausse c'est pas, des prix de matières premières, la hausse des prix de l'énergie, pardon, et des denrées alimentaires. Mm. Alors, comment est-ce que ça impacte le Cameroun, puisqu'il faut faire, n'est-ce pas, la corrélation avec le Cameroun? Quel est l'impact que cela a sur le Cameroun? Eh bien, l'inflation au Cameroun aujourd'hui s'élève à 6,8%. Bon, était de 6,8% en 2022 et est prévu être à 6,4% en 2023. Donc, c'est toujours à des niveaux très élevés, malgré les efforts de la Banque centrale, à la BA, n'est-ce pas, pouvoir contrôler, n'est-ce pas, les effets de cette inflation qui est élevée. Ensuite, nous parlons du resserrement des conditions financières. Ça, Mm. c'est l'octroi des prêts par les banques centrales. Alors, les banques centrales d'Afrique, en général, augmentent leur taux d'intérêt dans le but, n'est-ce pas, de pouvoir justement lutter contre l'inflation qui est très élevée aujourd'hui. Mm. Et même aux États-Unis, c'est la même stratégie qu'utilise la Fed pour pouvoir contrôler l'inflation. Au Cameroun, la Banque centrale du Cameroun a relevé son taux d'intérêt de référence de 50 points de base en juin 2022. Mm. Néanmoins, le 27 septembre dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours, elle a maintenu son taux directeur à 5% et le taux de facilité de prêt marginal à environ 6,5%, 6,75%. Voilà, donc c'est toujours dans le cadre, n'est-ce pas, de cette lutte contre l'inflation, parce que les taux d'intérêt doivent être élevés pour pouvoir avoir un contrôle sur l'économie et réduire les flambées inflationnistes. Mm. Ensuite, on va parler de la hausse des prix des matières premières. Et ça, c'est un élément important également Oui. dans les tendances aujourd'hui. La guerre en Ukraine, n'est-ce pas, fait flamber, n'est-ce pas, les prix des matières premières, et notamment le pétrole et le blé, Mm. le gaz également. Il y a Oui. plusieurs autres matières qui sont aujourd'hui à des coûts exorbitants dus à cette guerre en Ukraine. Les pays africains sont touchés de quelle façon? Le Cameroun, par exemple, est un exportateur de pétrole Oui. et de cacao. Et la hausse des prix de matières premières stimule, n'est-ce pas, les revenus n'est-ce pas, du gouvernement. Cependant, la hausse des prix des aliments a également
n'est-ce pas, mis à rude épreuve les budgets des ménages. Donc, c'est un peu dans cet esprit que le Cameroun est affecté par cette hausse des matières premières. Il est vrai que ça rapporte un peu plus d'argent dans les caisses du gouvernement, mais la hausse des prix n'est pas qui est le reflet de l'inflation, n'est-ce pas, fait que on ne ressent pas ça sur, n'est-ce pas, dans le panier de la ménagère. Bon, ensuite, il y a des perturbations, n'est-ce pas, des chaînes d'approvisionnement. Ça, c'est un autre élément important qu'il faut noter comme tendance aujourd'hui. Alors, la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, n'est-ce pas, sont en fait à l'origine, n'est-ce pas, de cette perturbation des chaînes d'approvisionnement. Oui. Et ce qui fait que les entreprises africaines, camerounaises, par exemple, sont confrontées à des coûts très élevés et à des délais de livraison plus longs. Et en raison, n'est-ce pas, de ces perturbations d'approvisionnement. Donc, cela a donc un impact sur les coûts et nécessairement sur les prix, n'est-ce pas, que les clients ou bien les consommateurs payent pour ces produits. Et enfin, comme tendance générale aujourd'hui, nous avons une incertitude géopolitique à travers le monde, Oui. et toujours causée par cette guerre en Ukraine, et qui pèse donc sur, n'est-ce pas, le sentiment des investisseurs. Les gens essayent de réduire leurs risques, notamment les investisseurs, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes géopolitiques aujourd'hui. Et ce facteur, ce risque majeur, c'est un risque majeur, n'est-ce pas, pour les peuples, les pays africains, qui sont fortement tributaires, n'est-ce pas, des investissements étrangers. Donc, voilà, grosso modo, en France, sans entrer trop en détail, n'est-ce pas, dans les éléments qui concourent, n'est-ce pas, à la situation que nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'économie mondiale. Merci, Monsieur Eke. Peut-être pour sortir des tendances économiques, tout à l'heure, vous avez parlé de cette montée de l'inflation, mais comment y remédier? On constate une recrudescence des manifestations contre la vie chère dans plusieurs pays africains, à l'instar du Ghana. Il y a eu des manifestations dernièrement pour dénoncer la vie chère qui sévit dans le pays, au Nigeria et même au Kenya. Comment y remédier? Comment stabiliser cette inflation-là? Bon, l'inflation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une variable qu'il faut maîtriser pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir un certain nombre de prévisibilité dans l'économie. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des projections fiables, en fait. Parce que quand vous projetez pas un certain nombre n'est-ce pas, quand vous avez le budget et que vous projetez acheter pour un certain nombre de montants, n'est-ce pas, de certains produits qui vous sont, n'est-ce pas, importants, Oui. eh bien, lorsque l'inflation s'y mêle, n'est-ce pas, les coûts sont plus élevés. Alors, comment faire pour contrôler cette inflation? C'est là toute la question, toute la difficulté de la chose. Effectivement. Parce que il y a également la dette, n'est-ce pas, n'est-ce pas, qui est impactée. C'est-à-dire que cette inflation affecte également la dette de ces pays, de tous ces pays-là. Donc, si on diminue les taux d'intérêt, il y aura problème parce que, n'est-ce pas, on ne pourra pas gérer cette inflation. Donc, il faut augmenter plutôt les taux d'intérêt pour réduire, n'est-ce pas, l'impact de l'inflation sur les produits de première nécessité, etc. C'est pour ça que les gens manifestent, parce que la vie est chère. Oui. La vie est chère, c'est parce que tout a changé. Le dollar ou bien les 1000 francs CFA au Cameroun vous permettez d'acheter, je sais pas trop quoi, 3 pains ou je sais pas trop quoi. Mais aujourd'hui, vous pouvez plus acheter 3 pains ou 4 pains comme vous l'achetiez avant. Vous ne pouvez en acheter que 2 ou 3. Oui. Donc, vous sentez qu'avec la valeur de l'argent a diminué parce que quand vous allez au marché pour faire des achats, eh bien, les prix des produits que vous achetiez normalement deviennent plus chers. Donc, vous recevez moins. C'est ce qui fait qu'effectivement, il y a une difficulté de planification au niveau des familles, au niveau des États, au niveau des entreprises. Ce qui fait qu'il faut absolument contrôler l'inflation. Sinon, vous allez avoir besoin d'une brouette d'argent pour aller acheter un peu au marché, ce qui serait une catastrophe. Oui. Merci, monsieur. On va peut-être prendre le dernier sujet de cette émission, notamment des startups. C'est un phénomène apparu aux États-Unis et qui actuellement est grandissant et dispose d'un potentiel de croissance
élevé, monsieur, et qu'on parle des startups. Mais avant, on va s'intéresser à ce Vox Pop concocté par la rédaction centrale de FOU Média Africa. Sur cette question, on a posé des questions aux différentes personnes dans la rue, à savoir ce qu'elles savent des startups. Écoutons ça. Avec le concours de la réalisation, on va s'intéresser à ce Vox Pop concocté par la rédaction centrale de FOU Média Africa, notamment sur les startups. Bon, particulièrement, moi, je n'ai jamais entendu parler. En fait, bon, peut-être que j'ai suivi parler dans les coulisses, mais je n'ai jamais cherché à savoir ce que c'est exactement. Bon, ça ne m'a jamais intéressé. Je n'ai jamais mis la tête à ça. Donc, à la start-up, à savoir ce que c'est qu'une start-up, bien, je m'intéresse à ce que je fais et c'est tout. Bien, selon moi, la start-up, c'est une entreprise innovante en fait qui crée les idées pour les transformer en entreprise. Déjà, tu as une idée, tu apportes, en fonction de ton idée, en fonction de tes projets, on peut transformer ça en entreprise ou en projet, ça dépend de ta vocation en fait, de ce que tu veux faire. Je connais par exemple comme Steve Farr par exemple. Selon moi, c'est un grand qui a beaucoup fait quand même dans le projet. Donc, je n'ai pas trop de connaissances à cela. D'abord, start-up, pour moi, je sais que c'est une mini-entreprise. Et le plus souvent, dans les start-up, on ne parle pas trop des patrons, c'est souvent les managers, on parle des managers. Et c'est souvent fait de façon très simple, de façon à ce que tout le monde aborde tout le monde facilement. Et donc, c'est un peu ça que moi, je sais que c'est une start-up. Quelqu'un qui a essayé... Oh, le nom ne me vient pas très bien, mais... Oui, c'est fiable, mais comme dans tout domaine, il y a toujours ceux qui ne sont pas fiables. Mais la start-up, c'est fiable. Oui. C'est fiable comme domaine, donc moi, j'encourage les gens à faire confiance aux start-up, mais pas... On se pose d'abord les questions, on prend les renseignements qu'il faut. Ce que je sais des startups, c'est que ce sont des entreprises qui sont lancées par des individus. Et comme elles sont encore à l'état embryonnaire, si on peut dire ça comme ça, c'est pour ça qu'elles ont ce nom de start-up là. Et la plupart du temps, ce sont des entreprises qui démarrent sans gros budget et sans avoir un gros personnel. Je pense, bon, moi c'est comme ça que je vois. J'ai travaillé dans plein de startups. C'est assez chaud lorsque tu te retrouves dans une startup comme employé parce que vu que c'est souvent à l'état embryonnaire, la plupart du temps le management même ne s'y connaît pas encore. Parfois le management apprend à manager avec vous. Les salaires, c'est pas toujours ça arrive pas toujours à temps. Quoi d'autre? Mais je pense que c'est souvent les startups, ce qui est bien avec les startups, c'est que la barrière de pénétration pour quelqu'un qui cherche le travail, pour quelqu'un qui veut démarrer sa carrière, la barrière de pénétration est faible. Donc c'est facile de se faire prendre dans une start-up, commencer là-bas, apprendre même le métier dans une start-up et après maintenant tu pourras, par la grâce de Dieu, parce que nous sommes quand même au Cameroun, et c'est par la grâce de Dieu aller ailleurs, ou alors la start-up peut percer. Parce que c'est quand même ça le but souvent de la start-up, c'est que la start-up peut percer, maintenant vous vous retrouvez maintenant à une autre dimension et ça marche. Aujourd'hui, parler des start-up, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Parce que la création des entreprises, des petites et moyennes entreprises, c'est un peu plus compliqué. C'est un sujet qu'il faut poser avec beaucoup de précision. Aujourd'hui, créer une entreprise, les entrepreneurs eux-mêmes ne savent pas les dispositifs, ne savent pas comment on crée ces entreprises. Ce que je sais des entreprises, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, il y a un bureau qui se trouve à Delio-Plage, en face, qui aide la création de petites et moyennes entreprises. Je connais qu'ils sont là, mais je ne peux pas encore parler des entreprises, je peux parler des personnes qui se débrouillent. Ok, merci. Merci à la réalisation de nous avoir servi ce Vox Pop, notamment l'avis des personnes dans la rue concernant bien sûr les startups. Monsieur, et que vous qui êtes expert, vous avez écouté avec moi ces différentes interventions. Il y en a même qui n'ont jamais entendu parler de start-up. Vous qui êtes expert, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une start-up?
J'ai écouté avec beaucoup d'attention, n'est-ce pas, ce Vox Pop. Je pense que beaucoup sont très bien éduqués, hein. Il y a quelques personnes qui ne savaient pas de quoi il s'agissait, mais ceux qui en savent, n'est-ce pas, sont bien informés. Et je pense que, alors, pour être clair, les startups, ce sont les entreprises innovantes en général, Oui. nouvellement créées et généralement à la recherche, n'est-ce pas, d'importants fonds d'investissement avec, n'est-ce pas, généralement un très fort potentiel de croissance éventuelle et également de spéculation financière par rapport à leur valeur future. Donc, elles sont souvent associées à des secteurs, n'est-ce pas, de nouvelles technologies. J'ai dit elles, c'est ils, les startups. Ils sont souvent associés à des secteurs de nouvelles technologies, mais ils peuvent également exister dans tous les secteurs d'activité. Elles se caractérisent généralement par, n'est-ce pas, une taille réduite et une forte croissance et, n'est-ce pas, des ambitions de révolutionner le marché. Donc, c'est des entreprises qui naissent à partir des idées, n'est-ce pas, généralement qui viennent du fait on se retrouve devant une difficulté, devant une situation et on essaie d'apporter des solutions à cette situation-là. Alors, généralement, également, les startups ont un rôle important à jouer dans l'économie. Parce que, n'est-ce pas, elles sont à l'origine, n'est-ce pas, de nombreux emplois et de nouvelles innovations. Ça peut être considéré comme, n'est-ce pas, des moteurs de croissance pour les économies locales et notamment nationales. Bon, alors, certaines startups qui sont connues aujourd'hui, qui sont des multinationales, ont commencé, n'est-ce pas, comme des petites startups, notamment Airbnb, Uber, pour ceux qui le connaissent, Spotify, Tesla, SpaceX, qu'on connaît également. Ces startups-là ont toutes révolutionné leur marché et ont connu une croissance fulgurante. Voyez-vous, donc, elles sont aujourd'hui des entreprises multinationales valorisées à des milliards. C'est ce qu'on a appelé des licornes en français, c'est-à-dire des unicorns en anglais, des entreprises qui ont des milliards aujourd'hui. Alors, en plus, ces startups sont dans un secteur d'activité généralement dynamique et stimulant, mais elles sont également très risquées. Ça, c'est un élément qu'il faut tenir en considération parce que la plupart de ces startups ne survivent pas après leurs premières années d'existence. Cependant, celles qui réussissent, n'est-ce pas, peuvent avoir un impact majeur, n'est-ce pas, sur le monde. Donc, on voit également les Facebook, Twitter et toutes ces entreprises-là ont commencé par des petites startups. Oui. Voilà. On en dispose combien de catégories de startups, monsieur Eke? Ça, c'est une bonne question parce que les startups peuvent être classifiées dans différentes catégories. Les catégories, une première catégorie pourrait être, n'est-ce pas, la technologie. On les connaît plus dans le secteur de la technologie. Ce sont des entreprises, des startups qui développent et commercialisent, n'est-ce pas, de nouveaux produits ou services technologiques. Ces entreprises sont souvent fondées par des ingénieurs ou des scientifiques qui ont développé un nouveau produit ou service innovant qui, selon eux, a un potentiel commercial. Donc, une bonne étude leur permet de pouvoir espérer que leur startup va pouvoir ne pas être rentable. Donc, ça, c'est une première catégorie dans le monde de la technologie. Il y a des startups de grand public. Alors, ce sont des startups grand public. Ce sont des entreprises qui développent, n'est-ce pas, des produits ou des services pour les consommateurs. Okay? Donc, ces entreprises se concentrent souvent sur la création, n'est-ce pas, d'un produit ou d'un service, n'est-ce pas, nouveau et innovant qui, n'est-ce pas, plaira à un marché de masse. Voilà. Donc, ensuite, nous avons des startups qui sont concentrés dans le B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise. Elles développent des produits, des services, n'est-ce pas, qui sont offerts plutôt aux entreprises au lieu d'être offerts à des particuliers. Alors, ces startups se concentrent souvent sur la résolution d'un problème spécifique auquel, n'est-ce pas, les entreprises font face. Et c'est très important en termes d'innovation. Et ça permet aux entreprises de pouvoir innover et de pouvoir facilement faire des résultats. Voilà. Ensuite, autres startups, les startups sociales, on appelle tout à l'heure de Facebook et autres, ce sont les entreprises qui ont des missions sociales, n'est-ce pas, en leur cœur. Ce sont des entreprises qui se concentrent souvent sur la résolution des problèmes sociaux ou alors
la création de produits ou de services nouveaux et innovants, n'est-ce pas, qui pourraient avoir un impact positif sur la société. Bon, maintenant, il faut savoir gérer ces startups-là. C'est là la difficulté. Enfin, nous avons des startups qui sont durables. On va dire les startups durables sont des entreprises qui se concentrent sur la création d'un modèle d'entreprise, n'est-ce pas, qui permet de pouvoir offrir des produits et des services nouveaux et innovants et qui est respectueux, n'est-ce pas, de l'environnement ou qui a un impact positif sur l'environnement. Donc, on peut observer que l'environnement aujourd'hui est très important dans tout le monde entier aujourd'hui. Dans les startups qui sont beaucoup plus focalisés dans les services et produits environnementaux, environmentally friendly, c'est-à-dire qui n'est-ce pas, qui ne polluent pas l'atmosphère. Ces startups-là également, n'est-ce pas, sont importantes pour ceux qui ont un intérêt important pour l'environnement et pour, n'est-ce pas, la vie, notre bonne vie sur Terre, en fait. Voilà, monsieur, que pour sortir, on rappelle que dans un rapport publié le 30 mai dernier par le cabinet Startup Blink, basé en Israël, 15 pays africains figurent dans le top 100 mondial des meilleurs écosystèmes de start-up. Eh bien, l'Afrique du Sud est en tête et reste le pays qui offre le meilleur écosystème de start-up sur le continent africain. Monsieur, que ce rapport publié par Startup Blink démontre que le phénomène gagne du terrain en Afrique. Le phénomène de start-up. Ah, oui. Oui, effectivement, l'indice mondial de l'écosystème, n'est-ce pas, des startups qui est publié par Starlink Blink, c'est un indice qui est mis à jour chaque année depuis 2017. Oui. Ils sont basés en Israël et ils classent les écosystèmes de startups et, n'est-ce pas, et ils tiennent compte, n'est-ce pas, de l'impact des startups dans 1000 grandes villes à travers le monde et dans 100 pays. Voilà, donc, ils font, n'est-ce pas, ils établissent, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils font un survey, c'est-à-dire, ils essayent d'analyser l'impact des startups dans 1000 grandes villes à travers le monde. Et par rapport à l'évolution de ces startups-là, ils sont en mesure de pouvoir faire un classement. Voilà, donc c'est un peu la méthodologie. Et cette méthodologie est basée sur plusieurs indicateurs. Cette méthodologie est basée sur plusieurs indicateurs, notamment la quantité de startups, n'est-ce pas, dans le pays ou dans la ville, n'est-ce pas, la qualité de ces startups-là, et puis l'environnement des affaires, n'est-ce pas, dans ces villes, dans ces pays. Donc, sur ces bases-là, l'Afrique du Sud reste le pays qui offre le meilleur écosystème de start-up sur le continent africain, suivi par l'île Maurice, le Kenya, et évidemment le grand Nigeria, n'est-ce pas, suit en 3e position, et après ça, c'est l'Égypte. Donc, la capitale économique, Lagos, pour parler des villes, n'est-ce pas, se trouve être, n'est-ce pas, la ville la plus start-up friendly à l'échelle mondiale, c'est-à-dire là où il y a plus de start-up dans le monde. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe par rapport à cet indice Startup Blink. Merci, monsieur Eke. C'est avec cette information que nous allons fermer cette édition du grand débat économique de ce jour. On rappelle à nos milliers de téléspectateurs qu'on retrouvera ce programme vendredi prochain, désormais tous les lundis et vendredis sur les antennes de 4U Media Africa. Vous retrouverez le grand débat économique avec pour consultant permanent monsieur Eke. On rappelle que vous êtes banquier et expert en haute finance. Vous êtes basé aux États-Unis. C'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette émission. Merci infiniment pour l'invitation et je serai ravi de vous retrouver le vendredi prochain. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de l'émission Fait majeur, une présentation de Mohamed Change.